Puisque cette présentation de trois poètes, à savoir Nerval, Mallarmé, Laforgue, inaugure une programmation sur l'ésotérisme, il importe de préciser en préambule que l'ésotérisme est ici entendu au sens large, c'est-à-dire qu'il s'agit de poètes difficiles d'accès. L'ésotérisme, c'est une religion, une doctrine, un savoir qui sont réservés aux seuls initiés. Ici, ce n'est pas le cas, au sens strict. C'est-à-dire qu'il faut distinguer un ésotérisme d'intention. On veut réserver un savoir aux seuls initiés, et ce qu'on pourrait appeler un ésotérisme de fait ou de résultat. C'est-à-dire, en l'occurrence, pour nos poètes, s'ils ne sont pas ésotéristes au sens strict, parce qu'ils ne réservent pas leur œuvre aux seuls initiés, on peut considérer qu'ils relèvent d'un ésotérisme au sens large, dans la mesure où le résultat, c'est que peu de lecteurs ont accès à leur œuvre en raison de cette difficulté signalée. Il n'en demeure pas moins que ces trois auteurs ont aussi un rapport direct ou indirect à la question de l'ésotérisme, comme on le verra à propos de chacun. Le premier auteur, c'est donc Nerval. Et Nerval, précisément, a suscité dans la critique, historiquement, des commentaires très variés, pour une raison bien simple, c'est que c'est un auteur qui s'est intéressé à de multiples doctrines ésotériques. Et en raison de cet intérêt, certains critiques ont pu considérer que Nerval relevait de plein droit de l'ésotérisme et que son œuvre ne pouvait se comprendre que par la connaissance de ces ésotérismes. Les deux figures principales qui ont illustré cette approche de Nerval, c'est évidemment Jean Richer, éminent nervalien des années 50 et 60, qui a fait beaucoup pour l'œuvre de Nerval, mais qui s'est particulièrement intéressé à l'aspect ésotérique de son œuvre. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Nerval et les doctrines ésotériques ». L'autre auteur qui a donné dans la même logique, c'est Georges Le Breton, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Nerval, poète alchimique ». Ce qui veut dire, par exemple, dans le cas de Le Breton, que les chimères dont on va parler ne sont lisibles qu'à partir du moment où on a une clé. Parce qu'évidemment, ces approches ésotériques considèrent, puisque le texte est crypté, qu'on ne peut le décrypter que par l'intermédiaire d'une clé. Et cette clé, dans le cas de Le Breton, c'est le tarot et c'est l'alchimie. Alors il est vrai que la critique nervalienne aujourd'hui est un peu revenue de cette approche strictement ésotérique. Ce n'est pas nier la dimension ésotérique des curiosités nervaliennes que de penser que Nerval n'est pas réductible à cette dimension ésotérique. Et par conséquent, il faut l'aborder comme on aborde n'importe quel autre auteur, même s'il est plus exigeant que d'autres auteurs. Il est une autre façon aussi d'envisager la difficulté nervalienne, une autre façon beaucoup plus simple, c'est de considérer tout simplement, et on verra qu'historiquement cela a eu de l'importance, il était fou. C'est la folie qui explique les chimères, c'est la folie qui explique les textes réputés, à tort ou à raison, délirants de Nerval. Alors, puisque l'on va évoquer les chimères, il importe de rappeler ce qu'il en est de l'histoire de ces chimères, au moins l'histoire immédiate. Nous sommes à la fin de l'année 1853 et Nerval est en train de préparer la publication de son recueil intitulé « Les filles du feu ». Ce recueil est même sous presse tout à la fin de 1853. Or, c'est en cette fin d'année 1853, précisément, que Nerval connaît une rechute de ce qu'on peut appeler provisoirement sa folie, qui va le conduire à un internement pendant quelque temps, avant qu'il retrouve la plénitude de ses esprits.
Et c'est à ce moment-là, alors que le volume des Filles du Feu est sous presse, que Nerval découvre dans le journal Le Mousquetaire, qui est le journal d'Alexandre Dumas, lequel Alexandre Dumas est un de ses amis les plus proches, il découvre la publication du sonnet El Desdichado. Et quel est l'usage que fait Dumas de ce sonnet El Desdichado? Il en fait l'usage suivant. Ce poème est l'attestation de la folie de Nerval, puisque Dumas produit un long article qui contient précisément la publication d'El Desdichado pour faire part, en quelque sorte, de la nécrologie de l'esprit de Nerval. Nerval est fou. La chose était déjà arrivée à Nerval en 1841, à l'occasion de sa première crise de folie. C'était Jules Janin qui avait lui aussi produit un long article nécrologique sur l'esprit de Nerval. C'est la raison pour laquelle, lorsque Nerval découvre cet article, qui le présente évidemment non pas comme fou absolument, mais qui le présente comme un guide entraînant dans le pays des chimères et des hallucinations, façon euphémisée de présenter la folie de Nerval. Guide entraînant dans le pays des chimères et des hallucinations. Ce que fait Nerval à la lecture de cet article, alors que les Filles du Feu sont sous presse, c'est qu'il va supprimer la préface qu'il avait prévue et la remplacer par une lettre préface à Alexandre Dumas. Et dans cette lettre préface, il se justifie en quelque sorte vis-à-vis de Dumas sur cette question de la folie, qu'il va déplacer sur le terrain littéraire, en faisant valoir qu'il peut bien y avoir une forme de folie, mais une folie strictement littéraire, et cette folie littéraire qui est partagée par beaucoup d'écrivains, c'est pour Nerval le fait, pour un auteur, de s'identifier à ses personnages, aux personnages qu'on a créés, ou bien encore le fait pour un acteur de s'identifier aux personnages qu'on joue. Voilà la seule folie que Nerval reconnaît. Et non seulement il ajoute cette lettre préface à Dumas qui va servir de préface de substitution aux Filles du Feu, mais il ajoute aussi au tout dernier moment, à la fin des Filles du Feu, les 8 sonnets, les 8 poèmes plus exactement, des chimères qui constituent donc 12 sonnets. Et il s'en justifie ainsi dans sa lettre préface, en s'adressant à Dumas, je cite, « Et puisque vous avez eu l'imprudence de citer un des poèmes composés dans un état de rêverie supernaturaliste, comme diraient les Allemands, il faut que vous les entendiez tous. » Voilà pourquoi il va publier l'ensemble de ces poèmes qu'il baptise pour l'occasion chimères, en reprenant précisément le mot de Dumas qui servait à qualifier sa folie. Voilà comment les chimères sont apparues et sont devenues publiques, alors que 4 sur 8 seulement avaient été publiées, celles qui étaient sans doute les plus présentables et les moins suspectes de folie. Nerval publie l'ensemble de ces sonnets. Et en publiant l'ensemble de ces sonnets sous le titre de chimère, que fait-il? D'une certaine façon, il s'empare comme d'un drapeau de ce qui était dans la bouche de Dumas, évidemment, un constat désolant. Nerval est fou. Alors qu'est-ce que c'est que la chimère à partir du moment où elle devient un drapeau? Eh bien, toute la logique des chimères est en quelque sorte une remotivation de cette formule qui va servir de titre au sonnet. La chimère a d'abord une dimension psychologique. On va voir qu'il y a 3 dimensions dans cette notion de chimère. Dimension psychologique. Qu'est-ce que c'est que la chimère? C'est un autre nom de l'illusion. Et évidemment, il est des esprits chimériques. Et les esprits chimériques sont peut-être davantage exposés à la folie. Cette dimension psychologique de la chimère, elle est évidemment présente et reconnue par Nerval. C'est un esprit chimérique comme il y a eu
dans la littérature des prédécesseurs à Nerval, qui s'appelle par exemple Rousseau. Rousseau, lui aussi, emploie souvent le terme de chimère pour définir ses rêveries d'un promeneur solitaire, par exemple. Donc il y a ce sens psychologique, mais il n'y a pas que ce sens psychologique, il y a aussi le sens premier, c'est-à-dire le sens mythologique. Qu'est-ce que c'est que la chimère? C'est un monstre mythologique, c'est très exactement le mot chimaira en grec, qui a donné chimère, signifie la chèvre. Mais ce n'est pas n'importe quelle chèvre, puisque c'est un monstre qui est mi-parti de lion et de chèvre, avec en plus, si on peut ajouter une troisième partie, une queue de serpent. Voilà ce que c'est que ce monstre mythologique qui est donc le produit d'un accouplement monstrueux. Et la troisième dimension, qui n'est pas la moindre de cette chimère, c'est évidemment la dimension qu'on peut qualifier de poétique. C'est-à-dire qu'intituler chimère ces poèmes, c'est produire un véritable art poétique nouveau. Et cet art poétique nouveau, il prend très exactement le contre-pied de l'art poétique fondateur de la poésie occidentale, l'art poétique d'Horace. On sait qu'au début de l'art poétique d'Horace, Horace définit le contre-modèle de l'art poétique qu'il va développer. Et pour évoquer ce contre-modèle, il imagine un peintre qui voudrait peindre une belle femme, qui peindrait une belle tête de femme, mais qu'il prolongerait d'un coup de cheval, puis d'un corps emprunté à différents animaux et bariolé de toutes sortes d'emprunts, de telle façon que, c'est la formule latine qui est restée proverbiale, ut turpiter atrum, dessinat in piscem, Molière, formosa, superne, c'est-à-dire de telle façon qu'un beau corps de femme se termine lamentablement en queue de poisson. Or, ce contre-modèle horacien, c'est très exactement une chimère au sens mythologique du terme, c'est-à-dire un accouplement monstrueux. Eh bien, revendiquer un art poétique chimérique, c'est revendiquer un art poétique qui prend le contre-pied de ce qu'est l'idéal horacien, c'est-à-dire un idéal d'unité, d'harmonie, pour un art qui se permet des contrefaçons, qui se permet des accouplements monstrueux, et on verra de quel genre d'accouplement monstrueux Nerval peut se rendre capable dans les chimères. Voilà donc ce qu'est la chimère. Cette chimère, la figure la plus simple qu'on puisse lui donner, que l'on retrouvera dans les chimères, la chimère au sens mythologique, c'est le dragon. La chimère, c'est un dragon cracheur de feu. La chimère, chez Virgile par exemple, est un dragon cracheur de feu. Et ce dragon, évidemment cracheur de feu, se retrouvera dans certaines chimères, notamment dans Delphica. Et puisque c'est un dragon cracheur de feu, il faut dire un mot aussi d'une autre thématique essentielle des chimères, à savoir le feu. Ce n'est pas innocent quand on sait que ces chimères servent d'appendice au recueil des filles du feu. Qu'est-ce que c'est que le feu pour Nerval? Cela renvoie évidemment à une conception antique, la conception qu'on pourrait dire celle du paganisme éternel, à savoir que le monde, ce qu'on appelle le cosmos en grec, le monde est organisé comme un grand être, c'est-à-dire qu'il est animé. Tout le cosmos est animé. Il a une âme. Et ce principe de vie, c'est un principe igné, c'est le feu. C'est la raison pour laquelle, dans ces conceptions traditionnelles de l'Antiquité, le cosmos est un grand être, comme l'homme, l'individu, est un microcosme. Il y a donc homologie entre tous les êtres et le cosmos lui-même. C'est cette leçon que l'on retrouvera dans l'ultime chimère verdorée.
Alors le feu, dans cette perspective, c'est ce qui anime le monde, c'est ce qui anime l'individu, c'est l'âme universelle. Et puisque c'est le principe de ce paganisme universel, ce paganisme de toujours, ce paganisme-là, historiquement, a été renversé par le christianisme. C'est-à-dire que la religion de la terre, qu'est le paganisme, a été vaincue par la religion du ciel, qu'est le christianisme. D'où ce vœu de Nerval, qui se fait jour évidemment dans les chimères, comme dans beaucoup de ses écrits, qui est le vœu d'une renaissance, d'une nouvelle renaissance. La renaissance, historiquement, c'est le retour à l'Antiquité, mais un retour non pas tant religieux que culturel. Le vœu d'une nouvelle renaissance, ce serait pour Nerval le vœu d'un retour à l'Antiquité d'un point de vue religieux, c'est-à-dire ce qui manifesterait la renaissance du paganisme, la renaissance de ce feu. Et la figure de ce feu renaissant, il la trouve bien entendu dans le dragon vaincu de Delphica, ou dans cet analogue du dragon vaincu, cracheur de feu, c'est le volcan, le volcan du paysage napolitain. Le volcan qui crache son feu, c'est le signe d'un retour possible du feu enseveli, du feu qui anime le monde. Voilà en somme cette thématique du feu. Alors bien entendu, Nerval aspire à cette renaissance du paganisme. Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. Mais peut-être davantage qu'une renaissance du paganisme strict, ce à quoi il aspire, c'est une renaissance d'une religion universelle et unique qui réconcilierait d'une certaine façon paganisme et christianisme, qui réconcilierait, si l'on veut, la religion de la terre et la religion du ciel. Voilà pour cette sommaire présentation de Nerval avant la présentation des quelques chimères que nous allons lire. La première chimère, c'est El Desdichado. Et c'est évidemment la plus emblématique, puisque c'est celle qui a servi d'argument à Alexandre Dumas pour signaler la folie de Nerval. Évidemment, ce poème n'est pas le poème d'un fou. C'est une chimère. Mais chimère ici ne veut pas dire folie. Et pour caractériser ce poème, on y reconnaît très évidemment une variation sur le mythe d'Orphée, avec un nouvel Orphée qui est le sujet lyrique de ce poème, le poète lui-même, qui est à la fois Orphée veuf, celui qui a perdu son Eurydice, et celui qui, d'une certaine façon, la retrouve, puisqu'il peut dire à la fin « Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron », modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Le couple ici, d'Orphée et d'Eurydice, s'appelle El Desdichado, qui sert de titre, et l'étoile. El Desdichado, qui sert de titre, renvoie évidemment à l'Ivanhoé de Walter Scott, c'est le déshérité. Et plus largement, en espagnol, le mot signifie le malheureux. Le malheureux, c'est le nouvel Orphée, veuve de son Eurydice. Et son Eurydice à lui s'appelle l'étoile. Ma seule étoile est morte. Mais il n'y a pas que cette lecture, en quelque sorte tragique, pathétique, qui serait une réécriture du mythe d'Orphée. Parce qu'on peut faire une autre lecture de ce poème, et c'est en cela aussi qu'il est une chimère. L'autre lecture que l'on peut faire, elle se fonde sur un autre manuscrit d'El Desdichado, qui ne s'intitule pas El Desdichado, mais qui porte un autre titre assez proche, phonétiquement. Si elle, c'est l'article, bien entendu, et le nom commençant par Des dans Desdichado, l'autre titre, dans ce qu'on appelle le manuscrit Éluard, parce qu'il a appartenu au poète Paul Éluard, le poème s'intitule « Le destin ». Le destin avec un D majuscule, ce qui ne veut dire que le destin n'est pas un nom commun, mais un nom propre.
comme l'étoile avec un E majuscule n'est pas un nom commun, mais un nom propre. Autrement dit, le couple, c'est d'un côté El Esdichado et l'étoile, de l'autre le destin et l'étoile. Qu'est-ce que cela change? Cela change ceci que le destin et l'étoile, comme Nerval lui-même le rappelle dans sa lettre préface à Alexandre Dumas, qui est la reprise d'un texte antérieur d'une dizaine d'années, qui s'appelle le roman tragique. Et le roman tragique, qu'est-ce que c'est? C'est une suite imaginée par Nerval au roman comique de Scarron. Eh bien, que dit le roman tragique, qui figure dans la lettre préface à Alexandre Dumas? Il fait référence au roman comique, bien entendu, et il évoque quoi? Il évoque qui? Il évoque le couple de l'étoile et du destin, qui sont les noms de deux personnages du roman comique. Et ces deux personnages sont évidemment des personnages d'acteurs. Ce qui fait que derrière ce couple orphique, ce couple d'Orphée et d'Eurydice, on peut peut-être deviner une autre version qui serait le pendant comique et dérisoire de la version noble, tragique du mythe d'Orphée, à savoir que le poète est peut-être un Orphée qui a perdu son Eurydice et qui arrive à la retrouver, mais il est peut-être aussi tout simplement un acteur qui s'identifie à son rôle. Ce serait là sa folie, la folie proprement littéraire qu'a définie Nerval dans la lettre préface à Alexandre Dumas. Un acteur, un mauvais acteur qui s'identifie à son rôle et qui se prend pour Orphée, alors qu'il n'est évidemment qu'un acteur dérisoire. Voilà la dualité qui fait que l'on peut dire que El Esdichado, c'est la chimère, c'est-à-dire l'accouplement monstrueux du mythe d'Orphée et du roman tragique, c'est-à-dire du roman comique. Gérard de Nerval, El Desdichado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. On l'a entendu dans ce poème, le mythe d'Orphée convoque un décor particulier. Rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, c'est-à-dire le paysage napolitain. Et le paysage napolitain est un lieu emblématique, central, symbolique pour Nerval. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un paysage qui renvoie moins à la romanité qu'à la Grèce, c'est la Grande Grèce. Naples est une terre grecque, et c'est un lieu symbolique parce que, précisément, c'est le lieu qui est proche du lieu mythique de l'entrée des enfers, puisqu'il s'agit d'une descente aux enfers. C'est le lieu de la Sibylle de Cumes, la prophétesse de l'Antiquité qui est constamment convoquée par les chimères. Et puis c'est aussi le lieu de la proximité de la ville ensevelie, des villes ensevelies d'Herculanum et de Pompéi, c'est-à-dire de cette Antiquité qui a précisément été ensevelie, recouverte,
matériellement par l'éruption du volcan, par le Vésuve, qui est aussi un élément essentiel de ce qui est bien plus qu'un décor, mais un lieu magique. C'est là la terre par excellence pour Nerval du paganisme éternel qui a été recouvert par un christianisme de surface. Eh bien, ce décor, on va le retrouver dans le deuxième poème, intitulé Myrto. Ce décor, c'est le Posillipe, donc, puisque le Posillipe est un promontoire rocheux au-dessus de la baie de Naples et qui fait partie de la cité de Naples. Et ce promontoire rocheux a la particularité de recouvrir aussi un espace souterrain qu'on appelle la crypta neapolitana, la crypte napolitaine, ou plutôt la grotte napolitaine. Et la grotte est évidemment un élément aussi essentiel de l'imaginaire nervalien, c'est le lieu de l'ensevelissement. Et la grotte fatale aux hôtes imprudents ou du dragon vaincu dort l'antique semence. Et le mot grotte lui-même vient de crypta, c'est-à-dire ce qui est caché, ce qui nous renverrait aussi à une logique ésotérique. Mais passons. Donc ce paysage napolitain est convoqué à nouveau dans Myrto. Il était appelé dans Elle di Shadow avec cette particularité que Nerval remotive aussi, preuve qu'il n'est pas fou, l'étymologie de Posillipe, car Posillipe est un mot grec, c'est toujours la Grèce, qui signifie « qui fait cesser le chagrin ». Lorsque celui qui se dit inconsolé s'adresse par conséquent à son interlocutrice et lui dit « rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie », lui rendre le Posillipe, c'est à la fois lui rendre un paysage cher et aussi faire appel à la consolation, puisque c'est la consolation qui fait cesser le chagrin. Dans Myrto, on voit donc une figure féminine qui est qualifiée de divine enchanteresse, et le poète, qui est fils de la Grèce, est en quelque sorte celui qui est initié par cette figure de divine enchanteresse. Il est initié à ce paganisme éternel qu'elle incarne. Et cette initiation, elle se manifeste par le verbe savoir. Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert. Cette réouverture du volcan, c'est un signe évidemment de la possibilité d'un retour du monde souterrain à la surface, d'un retour du feu. Voilà ce qui est au cœur donc de Myrto, cette espérance d'un retour du feu que l'on retrouvera aussi dans le poème suivant. Et une dernière figure est très importante dans ce poème, c'est la figure de Virgile. Virgile que l'on voit apparaître dans le dernier tercet. Il est là comme celui qui parraine le rêve que j'ai évoqué tout à l'heure de synthèse entre le paganisme et le christianisme. Pourquoi ? Parce que le Virgile de la quatrième églogue, de la célèbre quatrième églogue, a été lu par le Moyen-Âge chrétien comme une prophétie du retour, de l'avènement du Christ. Ce qui fait qu'un poète païen est devenu un prophète chrétien qui sera donc l'intercesseur, le premier intercesseur de Dante lors de sa descente aux enfers. Virgile patronne donc cette espèce de synthèse, et si Virgile est convoqué précisément dans Myrto, c'est parce qu'il est lié aussi au Posillipe, puisque si vous escaladez le Posillipe, c'est une escalade très simple, en haut du Posillipe, il y a, selon la tradition, le tombeau de Virgile, avec le laurier qui aurait été planté comme par hommage par Pétrarque, le poète italien de la Renaissance. Voilà pourquoi Virgile est le saint patron, en quelque sorte, de ce vœu qui se manifeste dans Myrto sous la forme d'une chimère minuscule, le pâle hortensia s'unit au myrte vert. Gérard de Nerval,
Myrto. Je pense à toi, Myrto, divine enchanteresse, au posylipe altier de 1000 feux brillants, à ton front inondé des clartés d'Orient, aux raisins noirs mêlés avec l'or de ta tresse. C'est dans ta coupe aussi que j'avais bu l'ivresse, et dans l'éclair furtif de ton œil souriant, quand aux pieds d'Iacus on me voyait priant, car la muse m'a fait l'un des fils de la Grèce. Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert. C'est qu'hier tu l'avais touché d'un pied agile, et de cendres soudain l'horizon s'est couvert. Depuis qu'un duc normand brisa tes dieux d'argile, toujours sous les rameaux du laurier de Virgile, le pâle hortensia s'unit au myrte vert. Le troisième poème, la troisième chimère que nous lirons, qui n'est pas la troisième dans l'ordre du petit recueil, c'est Delphica, mais qui est intimement lié à Myrto, parce que ces deux poèmes, ces deux chimères sont en quelque sorte jumelles. Et ce qui manifeste cette gémellité des deux poèmes, c'est le fait que dans des états antérieurs, il a existé un poème qui comportait les quatrains de Delphica et les tercets de Myrto, et un autre qui comportait les quatrains de Myrto et les tercets de Delphica. Comme si, dans cette logique chimérique, on peut toujours créer de nouvelles chimères, selon toujours le même principe de l'accouplement, fût-il monstrueux. Delphica, donc, c'est le jumeau de Myrto. Il fait référence à la Sibylle de Delphes, Sibylla Delphica. Et surtout, il est une chimère poétique à un autre titre, comme on l'a vu pour Eldest qui est une chimère poétique. Chimère parce que, d'une certaine façon, c'est l'accouplement monstrueux de deux textes qui sont explicitement convoqués à l'intérieur de la chimère. Ce premier texte, c'est la très célèbre chanson de Mignon de Goethe, dont on retrouve les trois éléments symboliques, c'est-à-dire le temple, les citrons et le dragon. Ce sont les trois éléments structurants de la chanson de Mignon. La chanson de Mignon dont on sait que c'est la chanson de la nostalgie, c'est-à-dire de l'aspiration pour Mignon au retour dans sa terre natale. Et cette terre natale, c'est évidemment l'Italie, et plus particulièrement l'Italie du Sud, celle qu'on vient d'évoquer, cette Italie grecque. L'autre texte qui est accouplé avec la chanson de Mignon, c'est celui qu'on a évoqué à l'instant à propos de Myrto, c'est la quatrième églogue de Virgile. Et cette quatrième églogue de Virgile, comment est-elle présente? Elle est présente par l'épigraphe latine qui se lit « Iam redit et Virgo ». Déjà revient aussi la Vierge, qui est une citation de la quatrième églogue. Et si l'on prend un état antérieur de ce poème, qui avait été publié antérieurement par Nerval, nous avons une autre épigraphe qui est plus explicite, qui est aussi une épigraphe latine, « Ultima cumae venit iam carminis aetas », déjà revient aussi l'âge, le dernier âge prédit par la Sibylle de Cumes. Et cette épigraphe, là aussi, est empruntée à la quatrième églogue de Virgile. Voilà donc la quatrième églogue de Virgile qui, comme on l'a dit, est la prophétie, telle du moins qu'elle a été réinterprétée par le christianisme, de l'avènement d'un nouvel âge d'or qu'incarnerait pour le christianisme le Christ lui-même. Voilà ce qu'est, par conséquent, Delphica, cette chimère de la chanson de Mignon, cette ancienne romance, et de la quatrième églogue de Virgile. Gérard de Nerval,
Delphica. La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance? Au pied du sycomore ou sous les lauriers blancs, sous l'olivier, le myrte ou les saules tremblants, cette chanson d'amour qui toujours recommence. Reconnais-tu le temple au péristyle immense et les citrons amers où s'imprimaient tes dents? Et la grotte fatale aux hôtes imprudents où du dragon vaincu dort l'antique semence? Et ils reviendront, ces dieux, que tu pleures toujours. Le temps va ramener l'ordre des anciens jours. La terre a tressailli d'un souffle prophétique. Cependant, la Sibylle au visage latin est endormie encore sous l'arc de Constantin. Et rien n'a dérangé le sévère portique. On le voit à la lecture de ce poème, par rapport à cette prophétie qui s'énonce « Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours », mais qui s'énonce moins comme une certitude que comme une parole de consolation. Cette prophétie, elle est en quelque sorte démentie par le dernier tercet. Cependant, la Sibylle au visage latin est endormie encore sous l'arc de Constantin, et rien n'a dérangé le sévère portique. Le retour promis n'a pas eu lieu, ou n'a pas encore lieu. Et cela nous rappelle aussi que, puisque ce sont des chimères, qui prennent le contre-pied de l'art poétique d'Horace, la chimère, telle que la conçoit Horace, c'est donc une femme qui se termine en queue de poisson. Eh bien, d'une certaine façon, ces poèmes aussi peuvent se terminer en queue de poisson. C'est-à-dire que là où l'on suscite une belle espérance, cette espérance est déçue in fine. Et finir en queue de poisson, rappelons-le, c'est devenu une formule proverbiale qui est tout simplement la traduction de ce qu'on a rappelé de l'art poétique d'Horace. Il est de la nature de la chimère de finir en queue de poisson, c'est-à-dire de ne pas se réaliser. Et de ce point de vue-là, il y a aussi un réalisme nervalien quant à ces chimères. La dernière chimère que nous verrons, que nous lirons, c'est la dernière chimère du petit recueil, celle qui s'intitule « Vers dorés ». Et ces vers dorés font référence, évidemment, comme l'épigraphe, à un savoir qu'on peut qualifier de pythagoricien, un savoir qui est dû à la figure de Pythagore, alors non pas le mathématicien, mais l'initiateur d'un ésotérisme. Le pythagorisme est un ésotérisme. Et en quoi consiste cet ésotérisme-là? Eh bien, très simplement, il suffit de lire les ouvrages que lisait Nerval pour s'en rendre compte. Les auteurs qu'il a le plus lus, c'est Charles-François Dupuy et Volney. Dupuy, l'auteur de L'origine de tous les cultes, et Volney, l'auteur des Ruines. Et ces deux auteurs qui disent à peu près la même chose, disent que tous les cultes ont une même origine, et cette même origine, c'est précisément ce qu'on a rappelé, à savoir que le monde est animé par un feu central, par une âme, et par conséquent, tous les êtres à l'intérieur de ce monde sont de même nature, sont homologues. Il n'y a pas de différence entre les règnes, le règne humain, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le pythagorisme est associé à la métempsychose, puisqu'il y a une âme universelle, c'est ce principe-là qui permet la transmigration des âmes. En tout cas, les vers dorés sont ici une espèce de catéchisme pythagoricien. L'épigraphe est empruntée a priori à Pythagore, en réalité à celui qui a été au XVIIIe siècle l'introducteur du pythagorisme en France, de l'île de Salles. C'est chez lui que Nerval a trouvé cette formule « et quoi ? Tout est sensible ». Et cette sensibilité universelle va se décliner dans tout le poème,
qui vaut aussi bien pour l'animal que pour le végétal et le minéral. C'est en quelque sorte le catéchisme de ce paganisme éternel que résument les vers dorés de Pythagore. Ce qui n'empêche pas, puisqu'on a parlé de chimère et par conséquent de synthèse entre paganisme et christianisme, que dans cet exposé de la doctrine pythagoricienne, si l'on peut ainsi parler, on retrouve cependant une espèce de variation sur la Trinité chrétienne, puisqu'on a à la fois un Dieu, avec un D minuscule, un esprit et un verbe, c'est-à-dire nous avons les trois personnes de la Trinité, même si elles sont en quelque sorte affublées non pas d'une majuscule, mais d'une minuscule. C'est là encore un signe de ce qu'on a appelé à tort ou à raison le syncrétisme nervalien. Gérard de Nerval, vers doré. Et quoi? Tout est sensible. Pythagore. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la matière même, un verbe est attaché. Ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent, dans l'être obscur habite un Dieu caché. Et comme un œil naissant, couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. J'ai évoqué tout à l'heure une certaine proximité de Nerval avec l'ésotérisme au sens strict. La même question peut se poser à propos de Mallarmé. Elle peut se poser parce que, pour certains critiques, Mallarmé relève de l'ésotérisme, non pas simplement au sens large, c'est un poète difficile, mais de l'ésotérisme au sens étroit, c'est-à-dire que sa poésie serait réservée aux seuls initiés. Après tout, il se placerait dans le sillage d'Horace, dont on connaît la célèbre formule pour définir l'ésotérisme poétique, Odi profanum vulgus et archeo. Je hais la foule profane et je l'écarte. Et la stratégie d'écriture de Mallarmé serait par conséquent une stratégie pour écarter le profane vulgaire. À l'appui de cette proposition, on peut invoquer Mallarmé lui-même, en tout cas le Mallarmé de 20 ans. À 20 ans, en 1862, Mallarmé publie un de ses premiers textes en prose dans une revue qui est une revue célèbre et de qualité, l'Artiste. Cet article a pour titre « Hérésie artistique » au pluriel, l'art pour tous. Il définit donc l'art pour tous comme une hérésie. Et ce texte célèbre commence par cette phrase « Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s'enveloppe de mystère ». Ce qui est tout un programme. Les religions, ajoute-t-il, se retranchent à l'abri d'arcanes dévoilés aux seuls prédestinés. L'art a les siens, c'est-à-dire il a aussi, ou il doit avoir ses arcanes. Et on sait combien le mot arcane appartient au vocabulaire de l'ésotérisme. C'est le mystère fondamental.
Bref, le Mallarmé de 20 ans revendique d'écarter le profane et regrette que si l'art doit être au même titre que les religions qui se retranchent à l'abri d'arcanes dévoilés aux seuls prédestinés, s'il revendique donc cette égalité entre religion et art, c'est qu'il a la conception d'une espèce de religion de l'art réservée, elle aussi, aux seuls initiés. Et de fait, la première production de Mallarmé est placée sous le signe de ce qu'on peut appeler une certaine obscurité. Mallarmé, jeune poète de 20 ans, est un poète idéaliste qui est nourri de deux grands modèles, Baudelaire, dont il reprend la thématique du spleen et de l'idéal, et Edgar Poe. Je n'insiste pas sur le côté poesque pour l'instant, où ce n'est pas le propos. Mais ce qu'il retient de Baudelaire, c'est donc cette thématique du spleen et de l'idéal. Et évidemment, il renforce encore l'opposition entre le spleen et l'idéal. C'est-à-dire qu'à ses yeux, la poésie est ce qui s'oppose absolument au réel, marqué par le spleen, marqué par le dégoût. La poésie devient par conséquent un substitut de divin. N'oublions pas que la poésie est traditionnellement qualifiée de langage des dieux. Et celui qui pratique le langage des dieux méprise le commun des mortels. Et c'est ce qu'on peut lire dans la correspondance de ses premières années. Quand il débarque à Tournon, où il est nommé comme professeur d'anglais, pour lui, dans cette petite ville de province, tous les habitants sont des cochons. L'humanité est un bétail. Et le poète n'a guère que ce refuge qu'est la poésie ou le rêve avec un grand R. C'est ainsi, par exemple, qu'il écrit en 1863, le 3 mai 1863, « Lui qui est baudelairien, la sottise d'un poète moderne a été jusqu'à se désoler que l'action ne fût pas la sœur du rêve. » Ce poète moderne, c'était devant Baudelaire, dans le Reniement de Saint-Pierre. Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve, écrit Baudelaire. Eh bien, Mallarmé critique cette entorse baudelairienne à son propre idéalisme et il ajoute « Si le rêve était ainsi défloré et abaissé, où donc nous sauverions-nous, nous autres malheureux que la terre dégoûte et qui n'avons que le rêve pour refuge ?» Voilà par conséquent cette conception radicale du monde qui oppose le rêve des poètes, l'élite des poètes, au restant de l'humanité qui est ravalée au rang de bétail. Dans cette perspective, évidemment, la langue de Mallarmé n'est pas accessible à ce commun des mortels et cela justifie ce qu'on peut appeler son obscurité. Sauf que cette logique-là, d'un Mallarmé qui est un idéaliste forcené, ne va pas durer. Et elle ne va pas durer, je passe évidemment sur de très nombreuses considérations qui nous entraîneraient trop loin, elle ne va pas durer parce que Mallarmé, à l'occasion d'un projet nouveau qu'il conçoit à la fin de l'année 1864, qui s'appelle Hérodiade, Mallarmé va concevoir une poétique nouvelle. Et cette poétique nouvelle va l'entraîner dans une espèce de découverte qu'il va faire à l'occasion de son travail sur le vers d'Hérodiade. Et cette découverte, il en fait état en 1866, dans une lettre du 28 avril 1866 à son ami Henri Casalis, qui est lui-même poète. Et cette lettre très célèbre s'ouvre par cet aveu: en creusant le vers à ce point, j'ai rencontré deux abîmes qui me désespèrent. L'un est le néant, auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme. Et je suis encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma poésie et me remettre au travail que cette pensée écrasante m'a fait abandonner.
Ce que dit cette formule très claire, c'est que Mallarmé, en creusant le verre, et lorsqu'on creuse quelque chose, c'est toujours à la recherche d'un fondement. Le poète idéaliste qui creuse le verre aspire à trouver au fondement même de cette conception idéaliste de la poésie le divin, la justification de la poésie comme langage des dieux. Et en lieu et place de Dieu, que trouve-t-il? Le néant. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fondement ontologique à cette espèce de supériorité de la poésie par rapport à la prose commune. Et c'est le néant, avec un N majuscule, qui prend désormais la place de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que le monde n'existe pas. Ce qui veut dire simplement, c'est qu'il n'y a plus de caution extérieure, plus de caution divine à cette espèce de divinité de la poésie. La poésie, ce n'est rien d'autre que du langage. Et il ajoute ceci, alors que, évidemment, cela lui fait abandonner la poésie provisoirement. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Si sublime, mon ami, que je veux me donner ces spectacles de la matière ayant conscience d'elle, et cependant, s'élançant forcenément dans le rêve qu'elle sait n'être pas, chantant l'âme et toutes les divines impressions pareilles qui se sont amassées en nous depuis les premiers âges, et proclamant devant le rien qui est la vérité, ces glorieux mensonges. Tel est le plan de mon volume lyrique et tel sera peut-être son titre. La gloire du mensonge ou le glorieux mensonge, je chanterai en désespéré. La découverte qu'il vient de faire aurait pu entraîner un abandon de la poésie, puisqu'il découvre que la poésie est un mensonge, si elle se donne en tout cas comme divine. Et pourtant, il n'abandonne pas la poésie. Et non seulement il n'abandonne pas la poésie, mais lui qui fait une profession de foi matérialiste, oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière. Il reconnaît cependant, dans ce matérialisme, une autre dimension fondamentale de l'humanité. Cette autre dimension fondamentale de l'humanité, c'est ce qu'il appelle la sublimité. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Certes, Dieu, l'âme, la poésie ne sont que des inventions humaines. Et pourtant, ce que manifestent ces inventions humaines, c'est la sublimité de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est matière, mais il est une matière qui porte en elle la capacité d'infini. Elle est capable de produire de l'infini. C'est ce qu'on peut appeler une forme d'autotranscendance de l'homme. Et à quoi tient cette forme de transcendance humaine? Elle tient à la capacité qu'il a d'être un être parlant, c'est-à-dire d'être un être qui produit des significations. Et c'est dans cette perspective nouvelle que la poésie désormais va s'envisager. Elle remet le projecteur non plus sur les visées idéalistes de la poésie, qui ne sont que des mensonges, mais sur la poésie elle-même en tant qu'elle est un langage, en tant qu'elle est une fabrication humaine. Et c'est à partir de là que sa poésie va devenir réflexive. C'est ce qu'il dit lorsqu'il dit « Je veux me donner ce spectacle de la matière ayant conscience d'elle et cependant s'élançant dans le rêve qu'elle sait n'être pas ». La poésie continuera donc à s'élancer dans le rêve qu'elle sait n'être pas, tout en sachant que ce rêve n'est pas, mais à cette dimension poétique ou créatrice de la poésie s'ajoutera une deuxième dimension, c'est la dimension critique qui fait que le lecteur confronté à la poésie doit pouvoir percevoir à la fois la sublimité du rêve produit par la poésie et doit pouvoir aussi le déconstruire par la lecture. C'est-à-dire, c'est la définition de cette formule que Mallarmé reprend à Baudelaire, le poème critique. Il y a cette double dimension de poésie, c'est-à-dire de création, et de critique, c'est-à-dire de déconstruction.
de telle façon que l'homme ne soit pas le dupe de son propre langage. Voilà ce que sera le projet mallarméen, et il va de soi que ce projet-là se manifestera après une crise de plusieurs années dans un poème qui est évidemment central, le fameux sonnet en X. La réorientation de la perspective mallarméenne concernant la poésie n'implique pas forcément un retour à une poésie plus facile, comme le montre précisément le fameux sonnet en X. Or, ce sonnet a une histoire plus ou moins clandestine. Il se trouve que Mallarmé, en 1868, donc plus de 2 ans après la crise déterminée par la découverte du néon, Mallarmé donc reçoit une proposition de son ami Casalis qui lui demande un poème destiné à un recueil de poésie et d'eau-forte, c'est-à-dire qu'il doit y avoir collaboration entre un aquafortiste et un poète, tous deux traitant le même sujet. Et Mallarmé, qui n'a rien sous la main, va proposer à Casalis le sonnet qu'on appelle le sonnet en X. Et en envoyant son sonnet, il lui écrit ceci, qui est révélateur de la gêne de Mallarmé à envoyer ce sonnet. J'extrais ce sonnet auquel j'avais une fois songé cet été d'une étude projetée sur la parole. Il est inverse. Je veux dire que le sens, s'il en a un, mais je me consolerai du contraire grâce à la dose de poésie qu'il renferme, ce me semble, est évoqué par un mirage interne des mots mêmes. En se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez kabbalistique. C'est confesser qu'il est peu plastique comme tu me le demandes, mais au moins est-il aussi blanc et noir que possible, et il me semble se prêter à une eau-forte pleine de rêves et de vide. Alors cette réponse, cet envoi plus exactement, se justifie par le fait que Casalis a demandé un poème qui soit facile à illustrer par l'eau-forte, donc qui propose un sujet plastique, comme le feront la plupart des poètes qui participeront à ce projet. Il est évident que le poème de Mallarmé peut apparaître comme peu plastique et surtout incompréhensible. Et Mallarmé lui-même devance le reproche en disant que, après tout, le sens, s'il en a un, il émet l'hypothèse que ce poème puisse ne pas avoir de sens. Bien entendu, c'est une hypothèse rhétorique, parce que ce poème est évidemment saturé de sens, mais pour les lecteurs de l'époque, il ne peut pas avoir de sens. C'est un poème insensé. Il devance donc les reproches de Casalis et il justifie sa proposition par le fait que ce poème est aussi blanc et noir que possible. Blanc et noir parce que tout simplement, ce qu'évoque le poème, c'est une lumière dans la nuit. Les étoiles, et puis surtout à la fin, le septuor de scintillation, qui brille dans le ciel nocturne. Donc de ce point de vue-là, il est aussi blanc et noir que possible. Voilà la seule justification de Mallarmé. Il va de soi que Casalis refusera le poème en ne prétextant évidemment qu'il y avait déjà trop de poèmes, mais la véritable raison du refus qui est inavouable, c'est qu'on ne peut pas publier un poème qui est absolument incompréhensible. Et deuxième élément d'information quant à la genèse de ce poème, c'est que 2 mois plus tôt, Mallarmé avait écrit à quelques-uns de ses correspondants pour leur faire cette proposition. Comme il se pourrait que je fisse un sonnet et que je n'ai que 3 rimes en X, concertez-vous pour m'envoyer le sens réel du mot ptix ou m'assurer qu'il n'existe dans aucune langue, ce que je préférais de beaucoup
afin de me donner le charme de le créer par la magie de la rime. Voilà donc la question du ptyx qui est au cœur de ce sonnet. Mallarmé dit avoir créé ce mot qui n'existe pas par la magie de la rime, puisqu'il ne dispose que de 3 rimes en x alors qu'il en a besoin de 4. C'est le ptyx qui va servir en quelque sorte de 4e rime, et cela par la création d'un mot qui n'existe pas, même si en réalité le mot existe mais en grec. Le mot grec ptyx signifie pli, mais il n'existe pas en français. Et énigme supplémentaire, ce ptyx est en quelque sorte l'inconnu d'une équation simple. Vous avez 3 rimes en x, il vous en faut une 4e, vous la déterminez par ce que Mallarmé appelle la magie de la rime, c'est-à-dire par une simple égalité de rapport, et vous aboutissez ainsi à ptyx. Voilà donc ce poème qui, bien entendu, restera inédit pendant longtemps, qui s'appelle alors Sonnet allégorique de lui-même. Et il faudra attendre près de 20 ans pour qu'il soit publié, après remaniement, dans la première édition des Poésies en 1887. Il perdra son titre, il ne s'appellera plus Sonnet allégorique de lui-même, et il sera désigné par son incipit, ses purs ongles très hauts dédiant leur onyx. Mais la logique du poème reste fondamentalement la même, c'est-à-dire que c'est un sonnet allégorique de lui-même. Là où le lecteur attendrait, par exemple, une élévation, puisque le premier vers propose une forme de geste d'élévation comparable à celui du prêtre à la messe, ses purs ongles très hauts dédiant leur onyx, cette élévation est censée atteindre ou désigner un absolu. En réalité, elle ne renvoie qu'à elle-même, puisque ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx comportent une tautologie cachée dans la mesure où le mot onyx, en grec, signifie ongle. Les ongles, donc, ne dédient que les ongles. Ce qui est une façon de montrer que le langage n'a pas de vertu de transcendance, il est voué à l'immanence. Ce qui n'empêche pas que le fameux ptyx, qui est en quelque sorte un emblème du poème, ce fameux ptyx abolit bibelot d'inanité sonore, qui caractérise parfaitement un poème incompréhensible et qui ne vaut que par la sonorité de ses rimes. Ce poème-là, in fine, deviendra le septuor de scintillation, c'est-à-dire le poème en majesté, qui n'est pas la grande ourse, comme certains le pensent, parce que précisément le poème ne fait pas signe vers la grande ourse, qui est traditionnellement considérée comme la signature de Dieu, c'est le cas chez Victor Hugo, la signature de Dieu dans sa création, mais il renvoie tout simplement au poème lui-même. Et c'est là le prestige du poème que de proposer cette élévation fictive. Et le meilleur commentaire du sonnet en X, comme d'ailleurs du coup de dé, c'est cette formule de Mallarmé qui se trouve dans ses textes en prose. Tu remarquas, on n'écrit pas lumineusement sur champ obscur, l'alphabet des astres seul ainsi s'indique, l'homme poursuit noir sur blanc. La création humaine n'est pas comme la création divine, ce n'est qu'une création du noir sur du blanc. Et le noir, ce sont les mots sur la page blanche, et ce noir est symbolique du fait que le langage, c'est le mystère essentiel de l'humanité. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse semi-nuit soutient lampadophore, main rêve vespérale brûlée par le phénix que ne recueille pas de cinéraire amphore sur les crédences au salon vide. Nul ptyx abolit bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais proche la croisée au nord vacante, un or agonise selon peut-être le décor des licornes ruant du feu contre une nyx.
Elle, défunte nue, en le miroir encore que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe de scintillation sitôt le septuor. L'après-midi d'un faune a une assez longue histoire que je vais essayer de résumer très rapidement. En 1865, on a vu Mallarmé entreprendre une œuvre nouvelle, Hérodiade, qui n'est pas simplement un poème, mais qui se veut une pièce de théâtre, qui est destinée au théâtre. Il y passe tout l'hiver 64-65, et à la fin de cet hiver, il abandonne Hérodiade, qui n'est pas terminée, pour se consacrer à un dérivatif qu'il appelle un intermède héroïque, dont le héros est un faune. Intermède héroïque, cela veut dire que c'est aussi une pièce destinée au théâtre, même si elle est de dimension plus réduite. C'est un dérivatif à la stérilité qu'il a éprouvée à l'écriture d'Hérodiade. Donc un Mallarmé austère va succéder à un Mallarmé plus sensuel, plus joyeux, dans ce qui s'appelle alors cet intermède héroïque dont le héros est un faune et qui est lui aussi destiné au théâtre. Mallarmé, à cette époque-là, écrit 3 scènes. Une première scène qui s'appelle Monologue d'un faune, une deuxième scène qui s'appelle Dialogue des nymphes, et une troisième scène qui est le réveil du faune. Et sans doute prévoyait-il aussi un final. Toujours est-il que ce projet est laissé de côté pendant la crise de Mallarmé qu'on a évoquée, et il ne va ressurgir qu'en 1875, lorsque Mallarmé envisage de participer au 3e Parnasse contemporain. Il sort donc son Monologue d'un faune, qui est la première scène. Il écarte le reste, et ce Monologue d'un faune, il va le réécrire, puisque 10 ans ont passé, pour le proposer au Parnasse contemporain. Et il le propose sous un titre qui n'est pas L'après-midi d'un faune, mais Improvisation d'un faune. Et on sait ce qui arrive, le comité du Parnasse refuse l'improvisation d'un faune sous des prétextes divers, notamment Anatole France, qui est alors un poète symboliste, ou parnassien plutôt. Anatole France qui refuse en disant « on se moquerait de nous », c'est-à-dire que le faune est refusé parce qu'il apparaît, là encore, comme un poème absolument incompréhensible. Ce qui fait que Mallarmé va reprendre son improvisation d'un faune, va à nouveau la corriger et va publier en édition de luxe l'année suivante, 1876, chez l'éditeur de Rennes, L'après-midi d'un faune. En d'autres termes, s'il n'y avait pas eu de refus, on aurait eu une autre version et un autre titre. Et il est évident que la dernière version a gagné à ses atermoiements, à ses retards et à ses corrections pour devenir L'après-midi d'un faune. Alors L'après-midi d'un faune marque aussi une date dans la réception de Mallarmé. Mallarmé est à cette époque-là un poète peu connu, même très largement méconnu, mais il a des connaissances dans le petit milieu littéraire, ce qui fait qu'il a une réputation bien établie. C'est un fou littéraire. On a parlé de folie à propos de Nerval. Mallarmé ne passe pas pour un fou au plein sens du terme, bien qu'on lui prête des pensées folles, mais c'est au moins un fou littéraire. Et chaque fois qu'il publie quelque chose, et il ne publie que dans des revues, c'est le même cri de la critique quand elle s'intéresse à lui, c'est absolument incompréhensible. Donc Mallarmé est le parangon du poète absolument incompréhensible. Et c'est à partir du faune qu'on voit apparaître une autre tonalité dans la critique, même si elle reste minoritaire, c'est que si l'on considère toujours que c'est absolument incompréhensible, il y a quand même quelque chose qui justifierait le projet poétique, c'est qu'il y a, comme certains disent, une forme de musique. En somme, on découvre la vertu musicale de la poésie de Mallarmé, à défaut de trouver sa vertu intelligible.
Et c'est à partir de là que progressivement, très progressivement, l'œuvre de Mallarmé, qui encore une fois se limite à quelques poèmes publiés par-ci par-là, va faire son chemin jusqu'à 1887 et la première édition de ses poésies, grâce à Rebours de Huysmans, qui cite d'ailleurs le Faune, et au poète maudit de Verlaine. Donc voici l'après-midi d'un Faune, tel que nous l'avons après cette petite histoire compliquée. Stéphane Mallarmé, l'après-midi d'un Faune, églogue, le Faune. Ces nymphes, je les veux perpétuer, si clairs leur incarnat léger qu'ils voltigent dans l'air assoupi de sommeil touffu. Aimais-je un rêve? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en mains rameaux subtils qui, demeurés les vrais bois mêmes, prouvent, hélas, que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Réfléchissons. Ou si les femmes dont tu gloses figurent un souhait de tes sens fabuleux. Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus et froids comme une source en pleurs de la plus chaste. Mais l'autre tout soupire, dis-tu qu'elle contraste comme brise du jour chaude dans ta toison? Que non, par l'immobile hélas pamoison, suffoquant de chaleur, le matin frais s'il lutte, ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte au bosquet arrosé d'accord. Et le seul vent, hors des deux tuyaux prompt à s'exhaler avant, qu'il disperse le son dans une pluie aride, c'est, à l'horizon pas remué d'une ride, le visible et serein souffle artificiel de l'inspiration qui regagne le ciel. Ô bord sicilien, d'un calme marécage qu'à l'envie des soleils ma vanité saccage, tacite sous les fleurs d'étincelles, comptez. Que je coupais ici les creux roseaux domptés par le talent, quand, sur leur glauque de lointaine verdure dédiant leurs vignes à des fontaines, on doit une blancheur animale au repos, et qu'au prélude lent où naissent les pipeaux, ce vol de cygnes, non, de naïades se sauve ou plonge. Inertes, tout brûle dans leur fauve, sans marquer par quel art ensemble d'étalats trop d'hymens souhaités, de qui cherche le là. Alors m'éveillerai-je à la ferveur première, droite et seule sous un flot antique de lumière, lisse. Et l'un de vous tous par l'ingénuité. Autre que ce doux rien, par leurs lèvres ébruitées, le baiser qui tout bas des perfides assure, mon sein, vierge de preuves, atteste une morsure mystérieuse due à quelque auguste dent. Mais baste! Arcane tel élu pour confident, le jonc, vaste et jumeau dont sous l'azur on joue, qui, détournant à soi le trouble de la joue, rêve, dans un solo long, que nous amusions la beauté d'alentour par des confusions fausses entre elles-mêmes et notre chant crédule. Et de faire aussi haut que l'amour se module, évanouir du songe ordinaire, de dos ou de flanc pur, suivi avec mes regards clos, une sonore, vaine et monotone ligne.
Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne syrinx, de refleurir au lac où tu m'attends. Moi, de ma rumeur fière, je vais parler longtemps des déesses, et par d'idolâtres peintures, à leur ombre enlever encore des ceintures. Ainsi, quand des raisins j'ai sucé la clarté, pour bannir un regret par ma feinte écartée, rieur, j'élève au ciel d'été la grappe vide et, soufflant dans ses peaux lumineuses, avide d'ivresse, jusqu'au soir je regarde au travers. Ô nymphes, regonflons des souvenirs d'hiver. Mon œil, trouant les joncs, dardait chaque encolure immortelle qui noie en l'onde sa brûlure avec un cri de rage au ciel de la forêt. Et le splendide bain de cheveux disparaît dans les clartés et les frissons. Ô pierrerie, j'accours, quand à mes pieds s'entrejoignent, meurtris de la longueur, goûter à ce mal d'être deux. Des dormeuses, parmi leurs seuls bras hasardeux. Je les ravis sans les désenlacer et vole à ce massif, haï par l'ombrage frivole de roses, tarissant tout parfum au soleil, où notre ébat au jour consumé soit pareil. Je t'adore, courroux des vierges, ô délices, farouche du sacré fardeau nu qui se glisse pour fuir ma lèvre en feu, buvant comme un éclair tressaille la frayeur secrète de la chair. Des pieds de l'inhumaine au cœur de la timide, que délaisse à la fois une innocence humide de larmes folles ou de moins tristes vapeurs. Mon crime, c'est d'avoir, gai de vaincre ses peurs, traîtresse, divisée, la touffe échevelée, de baisers que les dieux gardaient si bien mêlés. Car à peine j'allais cacher un rire ardent sous les replis heureux d'une seule, gardant par un doigt simple, afin que sa candeur de plume se teignît à l'émoi de sa sœur qui s'allume, la petite, naïve et ne rougissant pas, que de mes bras, défaits par de vagues trépas, cette proie à jamais ingrate se délivre, sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre. Tant pis. Vers le bonheur d'autres m'entraîneront par leurs tresses nouées aux cornes de mon front. Tu sais, ma passion, que, pourpre et déjà mûre, chaque grenade éclate et d'abeilles murmure. Et notre sang, épris de qui le va saisir, coule pour tous les saints éternels du désir. À l'heure où ce bois d'or et de cendres se teinte, une fête s'exalte en la feuillée éteinte. Etna! C'est parmi toi visité de Vénus, sur ta lave posant ses talons ingénus, quand tonne un somme triste où s'épuise la flamme. Je tiens la reine. Ô surchâtiment! Non, mais l'âme de parole vacante et ce corps alourdi tard succombent au fier silence de midi. Sans plus, il faut dormir en l'oubli du blasphème. Sur le sable altéré, gisante et comme j'aime, ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins. Couple, adieu. Je vais voir l'ombre que tu devins. Jules Laforgue, qui est né en 1860 et qui appartient donc à une génération postérieure de 20 ans à celle de Mallarmé, est un jeune poète qui fait ses débuts au tout début des années 80, à 20 ans, avec un grand projet qui s'intitulerait « Le sanglot de la terre ».
Ce projet poétique est porté par une certaine pensée de la poésie, et cette pensée de la poésie est une pensée qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, c'est la poésie philosophique. Poésie philosophique telle qu'elle a été incarnée principalement au XIXe siècle par Vigny, par exemple, mais aussi par un certain nombre de poètes plus proches de la Forgue, qui aujourd'hui sont bien oubliés, des poètes qu'on considère plutôt comme des poètes parnassiens, comme Henri Casalis, l'ami de Mallarmé, qui est devenu un poète parnassien, comme Louise Ackermann, qui est une poétesse, et quelques autres. Sully Prudhomme, par exemple, qui, nous l'oublions pas, sera le premier prix Nobel de littérature, le premier poète consacré mondialement, et qui est aujourd'hui bien oublié. Donc il y a une tradition au XIXe siècle de poésie philosophique, c'est-à-dire d'une poésie qui développe un discours philosophique, sauf que ce discours philosophique est en vers. Et la philosophie en question, c'est une philosophie pessimiste, c'est une philosophie inspirée du pessimisme schopenhauerien, à une époque où le monde comme volonté et comme représentation n'a pas encore été traduit en français. Mais sa philosophie, ou du moins ce qu'on en connaît, a été vulgarisé par un certain nombre d'ouvrages, Helme Caro par exemple, ou bien surtout Théodule Ribot qui développe cette pensée de Schopenhauer. Et puis, outre Schopenhauer, une autre référence peut-être plus importante encore, c'est Eduard von Hartmann, qui est aussi un philosophe allemand, qui est considéré comme un disciple de Schopenhauer, mais à la différence de Schopenhauer qui a été traduit tardivement en français, puisque sa première traduction française date de 1986, Hartmann, lui, a publié en 1869 en allemand une philosophie de l'inconscient, qui va avoir un succès considérable et qui sera traduite en français en 1877. Cette philosophie de l'inconscient, c'est en quelque sorte une encyclopédie de tous les savoirs, qui se veut la synthèse de tous les savoirs, simplement sous l'angle de l'inconscient. Et c'est Hartmann qui invente donc la notion d'inconscient comme substantif, alors que le mot n'existait jusque-là que comme adjectif. Et il précède donc de très loin Freud, sauf que l'inconscient hartmannien n'est pas l'inconscient freudien. Comme la volonté schopenhauerienne, elle est très inspirée de la philosophie extrême-orientale, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Et d'une certaine façon, Hartmann prétend faire la synthèse de toutes les philosophies, c'est-à-dire de la philosophie occidentale et de la philosophie orientale, mais aussi à l'intérieur de la philosophie occidentale, de la philosophie de Hegel et de la philosophie de Schopenhauer. C'est dire le projet. Et ce projet synthétique concerne tous les savoirs. Donc tous les savoirs y passent, et par conséquent, la Forgue peut dire dans une lettre que sa philosophie de l'inconscient a réponse à tout. Vous avez un problème, regardez dans la philosophie de l'inconscient, vous trouvez la réponse. Bref, c'est l'inspirateur du sanglot de la Terre. Qu'est-ce que c'est que le sanglot de la Terre? C'est la représentation du sujet seul dans l'univers et qui lance un appel désespéré à un Dieu qui ne répond pas. C'est déjà la thématique de Vigny, par exemple. Et c'est ce qui fait le fond de cette philosophie d'un désespéré. Sauf que ce recueil du sanglot de la Terre restera dans les tiroirs. 2 ans plus tard, en 1882, il passe à un autre projet. Et ce projet, ce sera précisément le projet des complaintes, d'un recueil à l'autre, du recueil abandonné aux complaintes dont on va parler. Il y a donc une mutation de la Forgue. Mais cette mutation de la Forgue n'est pas une mutation philosophique. Il n'a pas changé de philosophie. Tout au plus, reconnaît-il, une petite transformation, c'est que celui qui se reconnaissait comme une espèce de bouddhiste militant
adopte une autre posture, toujours bouddhiste, mais bouddhiste dilettante. C'est-à-dire, il affecte le détachement désormais au lieu d'être fortement impliqué dans cette pensée du bouddhisme. Il y a donc ce léger déplacement que Laforgue résume dans plusieurs lettres par la formule de bouddhiste tragique, je suis devenu bouddhiste dilettante. Il y a cette mutation, ce léger déplacement philosophique, mais il y a surtout, d'un recueil à l'autre, une mutation poétique. C'est-à-dire que le premier projet était tributaire d'une tradition bien ancrée au XIXe siècle de poésie philosophique, mais ce qui advient dans ces années 80, c'est une autre poésie. Et Mallarmé n'y est pas pour rien, mais il n'est pas le seul. Il est précédé par Verlaine. Et d'une certaine façon, Laforgue se met au goût du jour d'un point de vue poétique. Et qu'est-ce que le goût du jour en ce début des années 80 ? Eh bien, c'est d'une part la décadence, l'esprit de décadence, qui est théorisé par Paul Bourget dans ses essais de psychologie contemporaine, en 1880, le fameux article sur Baudelaire, qui fait de Baudelaire le parangon de la poésie de décadence. Bon. Donc il y a la décadence, mais il y a aussi cet esprit fumiste qui se manifeste dans les cabarets montmartrois, avec les utistes, les je m'en foutistes, les fumistes, etc. Et puis il y a encore une autre découverte, c'est l'argot. Pas l'argot des voyous nécessairement, mais une poésie de l'argot. Et le poète qui représente cette poésie de l'argot, c'est Jean Richepin, qui n'est pas un voyou de banlieue, comme on dirait, mais qui est un normalien qui a fait ses classes, et qui n'en a pas moins, par esprit de révolte, imaginé une poésie de l'argot. C'est le poète des gueux, qui va beaucoup frapper Laforgue par son invention verbale. Et puis, outre la décadence, outre l'esprit fumiste, outre l'argot, il y a deux découvertes fondamentales. C'est la découverte de Verlaine, notamment du Verlaine de sagesse, pas pour l'esprit religieux, mais pour la logique d'écriture de Verlaine, où Laforgue reconnaît quelque chose qui est de l'ordre du bégaiement. Autrement dit, une langue qui est en quelque sorte infrasyntaxique. Et puis ce qu'il découvre aussi, un peu plus tard, bien qu'il ne soit pas encore consacré à cette époque-là, c'est Mallarmé. Et Mallarmé va lui donner aussi une autre idée de la poésie, et en particulier, une des valeurs qu'il va trouver chez Mallarmé, c'est l'idée que, avec lui, l'obscurité de la poésie peut devenir une valeur poétique. Ce qui est nouveau, alors que jusque-là, la poésie faisait fond sur la clarté. Elle était un discours traditionnellement. Et d'une certaine façon, ce qui change fondamentalement chez Laforgue, c'est que la poésie cesse d'être un discours. Elle aspire à autre chose. Elle aspire, en quelque sorte, à ne plus dire. Et Laforgue a cette formule révélatrice, même si c'est un idéal qu'on ne peut pas atteindre, bien entendu. Il dit « Je rêve de la poésie qui ne dise rien ». Quand on veut dire, exposer, démontrer, il y a la prose. Le partage est donc net, et c'est un partage moderne, entre la prose qui est là pour tenir des discours et la poésie qui est là pour faire autre chose. Pour faire autre chose que dire, c'est-à-dire être simplement dans la transitivité du discours. Et c'est cette mutation fondamentale qui va entraîner la logique des complaintes. À cela s'ajoute aussi une influence qui procède de la philosophie de Hartmann. Cette philosophie de Hartmann est donc une philosophie de l'inconscient. Or, que fait Laforgue jusque-là avec le sanglot de la terre? Eh bien, comme tous les poètes philosophes, il tient un discours philosophique en vers.
C'est-à-dire que la philosophie de Hartmann est simplement utilisée dans la poésie de Laforgue pour le sanglot de la terre. Ce qui est nouveau, c'est qu'à partir du moment où cette philosophie est une philosophie de l'inconscient, cela va déterminer chez Laforgue une autre conception de sa poésie, c'est-à-dire que cette poésie ne va pas simplement thématiser l'inconscient, elle va produire quelque chose qui serait une esthétique de l'inconscient. Et qu'est-ce que peut être une esthétique de l'inconscient? Ce n'est pas encore, bien entendu, la formule surréaliste, qui repose sur une autre logique de l'inconscient. Mais il y a quand même une proximité, c'est-à-dire il s'agit de produire par la poésie un effet de parole inconsciente, c'est-à-dire une parole qui n'est pas organisée, qui n'est pas structurée comme un discours et qui semble passer, si l'on peut dire, du coq à l'âne. Eh bien, cette esthétique du coq à l'âne, si je puis dire, elle est au cœur de la logique des complaintes. Et de ce point de vue, Laforgue va évidemment développer cela dans l'ensemble des complaintes, mais il y a, avant les complaintes, ce texte qui va être lu, des préludes autobiographiques. Et ce texte des préludes autobiographiques est un texte en quelque sorte intermédiaire. Il est intermédiaire pourquoi? Parce que ce n'est pas une complainte. Comme son titre l'indique, prélude autobiographique, ce n'est pas une complainte, alors que tous les autres poèmes portent dans leur titre le mot complainte. C'est une préface, sauf que c'est une préface en vers, et qui se donne comme un prélude, évidemment, dans un vocabulaire musical. Et tous les amis de Laforgue ont essayé de dissuader Laforgue de mettre cette préface à son recueil, parce qu'il trouvait cela indigeste. Mais Laforgue y a tenu jusqu'au bout, y a tenu absolument, parce que d'une certaine façon, c'est une façon de faire mémoire de son inspiration antérieure et de manifester en même temps ce qu'il est devenu. Ce qui fait que ce texte des préludes autobiographiques est à la fois une préface au plein sens du terme, ce qui précède le recueil, ce qu'il annonce, donc c'est une préface, mais c'est aussi, comme l'indique l'adjectif, une autobiographie, une espèce d'autobiographie pas seulement poétique. On aura des autobiographèmes dans ces préludes autobiographiques où l'on rencontre un jeune homme de 20 ans qui perd la foi un soir de Noël, qui va se convertir dans un premier temps au bouddhisme militant et dans un deuxième temps au bouddhisme dilettante. Et au-delà de cette dimension préfacielle, de cette dimension autobiographique, il y a une troisième dimension, c'est aussi un manifeste poétique de ce qu'on pourrait appeler une poésie de l'inconscient. Parce que non seulement Laforgue évoque cette dimension personnelle et autobiographique, mais il va citer dans 23 vers un quart. Il va mettre des guillemets. Il fait une longue citation. Et cette citation est censée renvoyer au sanglot de la terre. Sauf que, si vous vous reportez au sanglot de la terre, puisqu'évidemment nous connaissons le texte du sanglot de la terre, ce qui est donné comme citation est une fausse citation, c'est-à-dire que ce passage du sanglot de la terre a été entièrement réécrit dans le style des complaintes. C'est-à-dire que ce qui était parfaitement lisible dans le sanglot de la terre devient, pour le dire d'un mot, illisible dans la réécriture qu'en produit Laforgue. Et ce faisant, il tient son pari qui a motivé en quelque sorte son aventure poétique. Ce pari, ce motif de l'aventure poétique, il l'a défini ainsi, faire de l'original à tout prix. Préludes autobiographiques, Jules Laforgue. Soif d'infini martyr, extase en théorème que la création est belle tout de même.
En voulant mettre un peu d'ordre dans ce tiroir, je me suis perdue par mes grands 20 ans, ce soir de Noël gras. Ah, dérisoire créature, fleuve à reflets où les deuils d'uniques ne durent pas plus que d'autres. L'ai-je rêvé, ce Noël où je brûlais de pleurs noirs un mouchoir réel, parce que, débordant des chagrins de la terre et des frères soleil, et ne pouvant me faire aux monstruosités sans but et sans témoin du cher-tout, et bien là de me meurtrir les poings aux steppes du cobalt sourd, ivre mort de doute, je vivotais, altéré de nihil de toutes les citernes de mon amour. Seul, pur, songeur, me croyant hypertrophique, comme un plongeur au mouvant bosquet des savanes sous-marines, j'avais roulé par les livres, bon misogyne. Cathédrale anonyme, en ce Paris, jardin obtus et chic, avec son bourgeois de Jourdain à rêveur, ses vitraux fardés, ses vieux dimanches dans les quartiers tannés, où regardent des branches par-dessus les murs des pensionnats, et ces ciels trop poignants à qui l'Angélus fait assez. Paris qui, du plus bon bébé de la nature, instaure un lexicon mal cousu de ratures. Bon breton, né sous les tropiques, chaque soir j'allais le long d'un quai bien nommé mon rêvoir, et buvant les étoiles à même. Oh mystère, quel calme chez les astres, ce train-train sur terre. Est-il quelqu'un, vers quand, à travers l'infini, clamé l'universel, l'amassa Bactani? Voyons. Les cercles du cercle, en effet échosent dans leurs incessants vortex de métamorphose, sentent pourtant abstraits ou, ma foi, quelque part battre un cœur simple ou veiller un regard. Oh, qu'il n'y ait personne et que tout continue. Alors, j'ai haine à fou, sans raison, sans issue, et depuis les toujours et vers l'éternité. Comment donc quelque chose a-t-il jamais été? Que tout se sache seul, au moins, pour qu'il se tue. Draguant les chantiers d'étoiles, qu'un cri se rue, mort. Emballant en ses linceuls aux clapotis irrévocables ses sols d'impôts abrutis. Que l'espace ait un bon haut le cœur et vomisse le temps nul et se vint au geyser de justice. Lyre des nerfs, fille des harpes d'idéal qui vibrillaient au soir d'exil sans songer à mal, redevenez plasma, ni témoin, ni spectacle. Chut, ultime vibration de la débâcle, et que jamais soit tout, bien intrinsèquement, très hermétiquement, primordialement. Ah. Le long des calvaires de la conscience, la passion des mondes studieux en sens, aux orgues des résignations idéales, aux Galatées, aux pommiers de l'Éden natal. Martyr, croix de l'art, formule, fugue douce, babel d'or où le vent soigne de bonnes mousses, monde vivotant, vaguement étiqueté de livres sous la céleste éternité. Vanité, vanité, vous dis-je. Oh, moi j'existe, mais où sont maintenant les nerfs de ce psalmiste? Minuit un quart, quel bord te voit passer, aux nuits anonymes, aux nébuleuses mers, et puis qu'il doit agoniser d'étoiles éprouvées à cette heure où Christ naît, sans feu pour leur couver, mais clamant « Ô mon Dieu !» tant que, vers le ciel mort, une flèche de cathédrale pointe encore des polaires surpris. Ces terres se sont tues et la création fonctionne têtue. Sans issue,
elle est tout. Et nulle autre, elle est tout. X en soi, soif à truc. Songe d'une nuit d'août, sans le mot, nous serons revanés, ô mater. Puis tes sœurs. Et nunc et semper, amen. Se taire. Je veux parler au temps, criai-je. Oh, quel cangret anonyme, moi, mon sacré cœur. J'espérais qu'à ma mort, tout frémirait du cèdre à l'hysope, que ce temps déraillant tomberait en syncope, que, pour venir jeter sur mes lèvres des fleurs, les soleils très navrés détraqueraient leur cœur. Qu'un soir, du moins, mon cri, me jaillissant des moelles, on verrait, mon Dieu, des signaux dans les étoiles. Puis, fou devant ce ciel, qui toujours nous bouda, je rêvais de prêcher la fin, non d'un Bouddha. Oh, pâle mutilé d'un qui même me suivent, faisant de leurs cités une unique Ninive, mener ces chers bourgeois fouettés d'Alléluia au Saint-Sépulcre maternel du Nirvana. Maintenant, je m'en lave les mains. Concurrence vitale, l'argent, l'art, puis les lois de la France. Vermis sum pulvis es. Où sont mes nerfs d'hier, mes muscles de demain, et le terreau si fier de mon âme, où donc était-il il y a 1000 siècles? Et comme incessamment il file, anonyme. Et pourquoi? Pardon, quelconque loi. L'être est forme, Brahma seul est tout un en soi. Aux robes aux cannelures à jamais doriques, où grimpent les passillons des grappes cosmiques, aux robes de Maya, aux jupes de maman, je baise vos ourlets tombales éperdument. Je sais, la vie outrecuidante est une trêve d'un jour au bon repos qui pas plus ne s'achève qu'il n'a commencé. Moi, ma trêve, confiant, je la veux cuver au sein de l'inconscient. Dernière crise. 2 semaines errabondent en tout sans que mon ange gardien me réponde. Dilemme à 2 sentiers vers l'Éden des élus. Me laisser éponger mon moi par l'absolu ou bien élixirer l'absolu en moi-même? C'est passé. J'aime tout, aimant mieux qu'un tout même. Donc, je m'en vais, flottant aux orgues sous-marins, par les coraux, les œufs, les bras verts, les écrins, dans la tourbillonnante éternelle agonie d'un nirvana des Danaïdes du génie. Lac de syncopes esthétiques, tunnel d'or, pastel défunt, fondant sur une langue, mort mourante, ivre morte. Et la conscience unique que c'est dans la sainte piscine ésotérique d'un lucus à huis clos, sans pape et sans laquais, que j'ouvre ainsi mes riches veines à jamais. En attendant la mort mortelle, sans mystère, lors quoi l'usage veut qu'on nous cache sous terre. Maintenant, tu n'as pas cru devoir rester quoi? Eh bien, un cri humain, s'il en reste un, pour toi. La complainte propitiatoire à l'inconscient est la toute première complainte du recueil. Elle donne donc le ton, puisqu'elle place ses complaintes sous le signe propitiatoire de celui qui prend la place du Dieu chrétien, à savoir l'inconscient. C'est donc le Notre Père de l'inconscient. Avec la reprise des principales formules du Notre Père, évidemment transposées en registre
de la philosophie de l'inconscient. Mais il y a aussi autre chose dans ce Notre Père. Il n'y a pas que les formules renouvelées, il y a aussi ce qu'on peut appeler un dialogue interne, un dialogue intérieur à la forgue, avec une alternance entre les distiques qui sont les formules du Notre Père renouvelées et les quatrains qui manifestent en quelque sorte les tentations de celui qu'a été la forgue et qu'il est encore toujours. Les tentations, ce sont les tentations qui reviennent constamment dans toute l'œuvre de la forgue, c'est-à-dire la tentation de l'amour, la première, la tentation de la religion chrétienne initiale, et la tentation de l'art. Et ces quatrains qui évoquent les tentations sont majoritairement à la forme interrogative, c'est-à-dire cela reste des questions pour la forgue, questions auxquelles a réponse la philosophie de l'inconscient à travers les formules renouvelées du Pater. Et à la fin, bien entendu, la seule formule du Pater qui ne soit pas renouvelée, c'est la formule dernière, ainsi soit-il, parce qu'elle est évidemment la formule par excellence du détachement bouddhiste ou du détachement de celui qui est disciple de la philosophie de l'inconscient. Jules Laforgue. Complainte propitiatoire à l'inconscient. Ô loi, qui êtes parce que vous êtes, que votre nom soit la retraite. Elles, rampées vers elles d'adoration, ou que sur leur misère humaine je me vautre. Elles-mêmes, infiniment, non d'occasion, sinon moi, ce serait infiniment un autre. Que votre inconsciente volonté soit faite dans l'éternité, dans l'orgue qui par déchirement se châtie, croupir des étés sous les vitraux en longueur, mourir d'un attouchement de l'Eucharistie, centrer un crucifix maigre et nu dans le cœur. Que de votre communion nous vienne notre sagesse quotidienne. Ô croisée de mon sang, transporter les cités, bénir la Pâque universelle sans salaire, mourir sur la montagne et que l'humanité aux âges d'or sans fin me porte en scapulaire. Pardonnez-nous nos offenses, nos cris, comme étant d'à jamais écrits. Crucifier l'infini dans des toiles comme un mouchoir et qu'on dise « Ah, l'idéal s'est tu ». Formuler tout en fugue sans fin, dire l'homme. Être l'âme des arts à zone, que veux-tu? Non, rien. Délivrez-nous de la pensée, lèpre originelle, ivresse insensée. Radeau du mal et de l'exil, ainsi soit-il.